On démarre? Allez, on démarre. C'est parfait. Allez, super. Super. Bienvenue à tous pour ce R3 Pinel. Alors, vous aviez été nombreux à nous suivre sur comment faire un bon R1, comment faire un bon R2. Et nous voilà en R3. Alors, certainement le meilleur moment parce qu'on va parler de finalisation, de contractualisation, du grand oui de votre client sur le produit que vous lui avez sélectionné. Donc, merci à tous de nous avoir rejoints. Peut-être qu'avant de démarrer, on va se représenter pour ceux qui ne nous connaissent pas. Jean-C, je te laisse démarrer. Alors, moi, je suis directeur commercial des ventes externes chez LP Promotion. LP Promotion, on est un promoteur toulousain. Le siège social est à Toulouse et on a des agences un petit peu partout, à Toulouse, à Bordeaux, à Paris. On est en volumétrie le 13e promoteur en France. On en est très heureux, c'est une jolie croissance. On est toujours en stratégie de croissance puisqu'on aimerait faire 3000 lots d'ici 5 ans. Si je fais excessivement simple, on vend des logements en habitation principale qui sont vendus soit en résidence principale via notre force de vente interne, soit en investisseur via la loi Pinel et donc via les partenaires. Et le deuxième pan de l'activité, ce sera les résidences de service, résidences LMNP, en étudiant, en senior ou en co-living. Donc finalement, les partenaires que vous êtes, les conseils en investissement financier que vous êtes, hein, les CGP que vous êtes nos premiers clients. Et nos clients, en fait, le panel est excessivement large puisqu'on travaille avec des indépendants qui sont seuls, des mandataires. On travaille avec des cabinets avec 2 associés. On travaille avec des cabinets qui ont 5 conseillers. Et on travaille avec des sociétés très industrialisées qui vont faire 1000, 1500, 2000 actes. Alors, pas chez nous, hein, évidemment, mais en tout cas au global. Ce qui est intéressant derrière, c'est que finalement, il y a des méthodologies de vente qui sont très, très différentes. Ça part de la recommandation exclusive au travail en lead télémarketing. Le client s'est connecté sur Internet, il a fait une demande et donc le conseiller vient répondre à cette demande. Donc finalement, c'est des méthodes de vente qui sont très variées et c'est ça qu'on va vous proposer aujourd'hui. C'est ça qu'on a souhaité vous proposer sur les 2 précédents webinaires ainsi que sur celui-ci qui sont d'ailleurs visibles en replay sur nos chaînes YouTube respectives. Eh bien, c'est de vous faire ce partage d'expérience. Donc, ce n'est pas tellement une leçon qu'on souhaite faire aujourd'hui, mais plutôt réellement un partage d'expérience, ces retours d'objections qu'on peut avoir au quotidien. Parce que si vous, en tant que professionnel, vous avez 10, 20, 30 ventes annuelles, nous, on a un recul sur en tout cas pour ma part, 1500, c'était le chiffre exact de réservation brute pour 2019, par exemple. Voilà, en tout état de cause, la raison de ma présence ici. Et Denis, toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu t'es levé ce matin? Je me suis levé exceptionnellement, tu sais, pour toi uniquement, tu le sais bien. Alors moi, je suis le président de la société Optissimo qui est un réseau de défiscalisation assez classique avec lequel j'ai le plaisir de travailler avec Jean-Sébastien. Alimentation des conseillers en rendez-vous intentionnistes, transformation et partage de commissions. On va dire réseau on ne peut plus classique. Et je suis également le directeur général de la structure Otari. Otari qui est assez novateur sur le marché de l'immobilier neuf dans la mesure où on va proposer un vrai clé en main. Un vrai clé en main pour tous les agents immobiliers, tous les conseillers en gestion de patrimoine, tous les réseaux, même les courtiers en crédit. Quand je dis clé en main, c'est l'intégralité des stocks, ou on va dire la plupart de tous les promoteurs en accès sur notre plateforme, avec une belle promesse qui est de restituer 100% de la commission en toute transparence dans la mesure où les mandats des promoteurs sont accessibles. On fonctionne par abonnement et on va retrouver toute une multitude de services et d'outils comme des simulateurs, diagnostiqueurs d'emplacement, fourniture de leads, délégation de cartes, formation, autant d'éléments, un CRM également, autant d'éléments qui sont importants aujourd'hui dans nos métiers. Donc, un vrai clé en main avec un vrai 100% de com. Donc, voilà pour la présentation d'Otari. On va pouvoir démarrer. Rentrer quand même dans le vif du sujet. Parce qu'on est là pour ce fameux R3, mais on a toujours du mal à comprendre parce qu'en fonction des méthodologies, le R1, le R2, qu'est-ce que c'est, Denis, un R3? Alors, un R3, c'est, on va dire, le meilleur moment. C'est ce que j'ai dit un petit peu en préambule. On a vu notre client sur un R1, on avait affaire et on l'avait défini ensemble à pas spécialement une personne intentionniste, quelqu'un qui avait un effort d'épargne à consacrer et qu'on a quelque part fait une découverte pour voir comment il pouvait placer au mieux ses 200 ou 300 euros par mois. Sur le R2,
On l'a amené sur une solution type Pinel. Donc, pourquoi est-ce qu'on a choisi l'immobilier neuf? Pourquoi est-ce qu'on a choisi le support Pinel? Et le R3, c'est le meilleur moment, là où on va vraiment pouvoir lui proposer des choses. On va sélectionner un ou deux produits, lui les proposer et évidemment lui faire prendre sa décision, avoir un grand oui à la fin. Et on sait que ce oui, il n'est pas facile à aller chercher. Donc, ce qu'on a mis sur ce slide, c'est vraiment une conclusion de la démarche commerciale. On a préparé notre rendez-vous avec le choix, les simulations, et on va aller lui proposer ces produits avec un grand espoir, c'est de décrocher un oui. Donc, quand on va commencer à regarder un petit peu ce qu'on va proposer à notre client, on va tout de suite se poser une question, c'est qu'est-ce qu'on lui propose? Ça, c'est une chose, mais combien de produits on lui propose? Est-ce qu'on va arriver avec un produit, deux produits, trois produits, plus? J'en sais, qu'est-ce que tu en penses? Ce que j'en pense, c'est que, comme souvent dans les méthodologies de présentation, peu importe ce qu'on en pense, on n'est pas là pour penser, on est là quand même pour savoir pourquoi on pense quelque chose. Donc finalement, un, deux, trois produits, plus quelle est la thèse, quelle est l'antithèse. Vous avez présenté, vous avez été voir un client et ce client-là, il vous a donné un effort d'épargne. Et puis le rendez-vous d'après, il vous a donné un effort d'épargne pour acheter un appartement. Et puis aujourd'hui, finalement, c'est la conclusion. Il s'est laissé guider. C'est vous le professionnel. Vous connaissez votre client, vous connaissez son projet et vous connaissez le marché. Quand vous allez voir un avocat, vous ne lui demandez pas de réciter le code civil dans son intégralité, vous lui demandez qu'il vous apporte la solution. Et donc, vous êtes le professionnel et c'est à vous, et vous apportez un seul produit. Il n'y a aucune raison d'apporter plus de produits qu'un seul produit. Bon, c'est une vision qui est la vision, qui a été beaucoup la vision des méthodologies de vente d'il y a une dizaine d'années. Oui, elle peut se justifier, mais d'un côté, elle est quand même assez push, elle est quand même assez agressive et surtout, elle ne donne pas au client le ressenti d'avoir le choix. Et vu l'étendue du marché, c'est pas bien compliqué de lui donner ce sentiment justement de pouvoir choisir entre deux produits qui apporteront satisfaction, parce qu'ils respecteront les critères que vous avez choisis, mais le 1 est probablement un peu trop restrictif. Alors dès lors, étant donné que vous avez accès à tout le marché, grâce à d'excellentes plateformes que vous trouverez sur le marché, eh bien, est-ce que vous allez en proposer 5, 6, 7, 8 produits, 8 appartements? Pourquoi pas? Certains l'ont fait. Maintenant, proposer plus de produits, prenons l'exemple de 6, ça signifie quoi? Ça signifie d'abord perdre votre client. Parce que d'un côté, si un est trop restrictif, de l'autre, aller proposer 6 produits, c'est peut-être trop. Le temps que le client comprenne les tenants et les aboutissants de chacun des produits, vous l'avez définitivement perdu. Ensuite, c'est un énorme travail pour vous. C'est-à-dire que pour chacun des appartements, il faut avoir fait la recherche, il faut avoir trouvé l'appartement, compris la résidence et son emplacement, il faut avoir fait des simulations. C'est un travail qui est absolument considérable. Dernier point, statistiquement, vous allez signer environ 1 sur 2, 2 sur 3 R3. Et donc, si vous présentez 6 produits, vous laissez la chance à un appartement, a priori, une chance sur 12 d'être signé. Et là, vous allez mettre très, très à mal votre relation avec le promoteur. Le promoteur immobilier que je suis, il est votre fournisseur, donc il doit s'adapter, on est bien d'accord. Pour autant, c'est une relation qui est un petit peu particulière dans un marché où le stock n'est pas infini et le stock est fini. Donc, vous devez respecter votre fournisseur comme lui doit respecter son client. C'est une relation qui est un petit peu ambivalente. Et clairement, si vous venez chez moi travailler et qu'on peut travailler en partenariat, et ce sera évidemment avec grand plaisir, si vous me donnez une probabilité de 1 sur 12 à chaque fois que vous optionnez un lot, sincèrement, il y a des chances qu'on ne travaille pas longtemps ensemble. Donc, il y a quand même ce point-là qui est à regarder, qui est aussi le bien-être du client. Il faut être bienveillant vis-à-vis de son client, mais aussi la réalité du marché. Restent deux choses qui sont beaucoup plus cohérentes. Et là, très objectivement, avec Denis, on n'a pas réussi réellement à trancher. C'est le cas du 2 ou 3 produits. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment on va faire si on présente 2, comment on fait si on présente 3. Si on présente 2 produits, on va laisser réellement le choix au client, ça sera un vrai choix, parce que sur 2 produits, vous allez arriver avec 2 produits que vous pourriez vendre. Le but de ça, c'est de dire, bon, monsieur le conseiller, lequel il faut prendre selon vous? Bon, très objectivement, il respecte les critères rationnels et objectifs qui font qu'un logement se loue et se valorise. Donc, à partir de là, vous pouvez choisir celui qui vous fait plaisir. Je vous ai apporté ces 2-là, justement, pour que ce soit votre choix. Très bien. Discutons maintenant du 3 appartements. Là, ça va être vraiment une vraie démarche où on va essayer d'apporter quoi?
eh bien, on va apporter le premier produit qui aurait été finalement son choix à votre client. Au départ, il veut le meilleur emplacement de la Terre. Donc, vous allez lui apporter ce meilleur emplacement de la Terre. Vous serez à la Côte-Pavée à Toulouse, vous serez dans Paris Intramuros, vous serez à Confluence à Lyon. Donc, vous allez lui apporter quelque chose qui va être super placé, mais la conséquence, c'est que ça sera super cher. Et le fait que ce soit super cher, à la limite, ce n'est pas bien grave si les loyers pouvaient suivre de manière complètement linéaire, ce qui n'est pas le cas. Donc, vous allez apporter un effort d'épargne élevé, potentiellement supérieur à ce qui avait été demandé initialement. Et finalement, le repoussoir, ce sera le produit que le client avait choisi initialement. Et puis, à l'exact opposé, vous allez apporter le produit pas cher. Vous allez apporter celui qui a une meilleure rentabilité, mais forcément, la contrepartie, c'est qu'il sera placé différemment, pas forcément comme il attendait. Ce sera une ville secondaire comme Perpignan ou Clermont-Ferrand, ce sera une troisième périphérie toulousaine comme du Lecvin, par exemple. Et sincèrement, ça fonctionne super bien. Ce n'est pas le débat, ce n'est pas forcément ce qu'il attendait. Et donc finalement, dans le 3 produits, vous donnez le sentiment de laisser choisir plus que dans la stratégie de produit, mais en réalité, ce n'est pas le cas parce que ce que va finalement choisir le client, c'est le produit bon père de famille qui sera au milieu, qui sera avec un emplacement cohérent, avec un prix qui sera cohérent, un rendement qui sera également cohérent et qui va répondre aux besoins de location des 80% d'actifs français qui gagnent moins de 2 500 euros par mois. Donc, c'est marrant. D'un côté, vous laissez plus de choix, mais en fait, vous en laissez beaucoup moins, parce qu'il y en a un qui est trop bien placé, trop cher, un qui est moins bien placé, pas cher, et un qui est juste au milieu et complètement logique et cohérent. Ce que dit Denis, Jean-Sébastien est vraiment important dans la mesure où je vais juste reprendre une phrase que tu as dit, Jean-Sé, c'est qu'on a tous des clients qui vont faire le choix de la sécurité, qui vont faire le choix. On a tous ce besoin d'investir à côté de chez nous pour être sécurisé. Alors, je vais prendre l'exemple lyonnais, on va vouloir du Caluire, de l'Écully ou à Toulouse, du Toulouse Intra, du L'Union, du beau, du cher. Et ça, c'est humain. Ce qu'est en train de vous dire, j'en sais, c'est qu'au final, quelque part, la première destination qu'aurait voulu votre client, là où il serait senti le plus rassuré, ce qui lui faisait le plus envie, vous allez le transformer en produit repoussoir. C'est-à-dire que c'est de lui-même. Alors déjà, c'est très important parce que vous allez lui emmener ce qu'il voulait. Si délibérément, il vous a dit sur du lyonnais, je veux de l'Écully, je veux du Caluire, je veux du Lyon Intra, et que vous lui l'emmenez, déjà, vous marquez des points. Et c'est de lui-même qui va se dire, ah ben ouais, mais ok, mais de l'Écully, je suis à 300 000 euros le T2. Pour 300 000 euros, je vais partir en première ou deuxième couronne, je vais aller sur du T3 ou du T4. Forcément, la rentabilité est différente. Forcément, on va avoir un effort d'épargne qui va passer du simple au double. Donc, c'est super intéressant de se dire qu'au final, on va quand même sécuriser notre client en disant, regardez, là où vous voulez investir, c'est ça. Et c'est beau, vous avez raison, c'est très beau. Par contre, voilà, ce n'est pas moi qui fais le chèque, c'est vous. Donc, c'est votre décision. Mais par contre, le client va vite se rendre compte que c'est le double au minimum que sur le même budget en investissant sur des villes un peu plus cohérentes en termes de rentabilité. En tout cas, ce qui aura été intéressant dans ce schéma-là, c'est que vous aurez présenté un panel réel de ce qui peut exister sur le marché. Donc, quoi qu'il arrive, le client ne peut pas vous dire non aux 3 parce qu'il n'y a rien d'autre qui existe. Il y a d'autres choses qui existent qui seraient complémentaires, différentes, mais elles seront les 3 dans ce segment-là, quoi qu'il arrive. Ouais. Autre chose à ajouter, Denis? Non, c'est tout bon. C'est tout bon. Bon, mais il va se poser quand même une question. Comment on va préparer ce rendez-vous? Est-ce qu'on le prépare seul dans son coin ou est-ce qu'on envoie de quoi faire travailler le client avant le rendez-vous? Donc, la question, c'est est-ce qu'on envoie les docs avant le rendez-vous? C'était une vraie question et on en a beaucoup discuté. Alors, autant il y a une partie où on était d'accord. L'autre partie, on ne peut pas dire qu'on n'était pas d'accord, mais moi, j'avais une stratégie un petit peu différente de la tienne et ça va être sympa de poser ce débat. Je te laisse démarrer sur un prospect découverte, déjà en expliquant ce qu'est un prospect découverte et on était d'accord sur la méthode à adopter sur celui-ci.
Alors, le prospect découverte, bon, on a essayé de poser des concepts sur, qui sont telle ou telle typologie de clients. Vous ne le retrouverez pas forcément dans la théorie, mais le prospect découverte, pour nous, c'est le client qui attend justement de découvrir le métier, de découvrir des produits. Il attend de se faire guider. Il ne connaît rien. Il n'a pas envie spécialement de connaître et de devenir un sachant sur ce métier-là. Lui, il attend réellement de se faire guider, de se faire prendre par la main et qu'on l'emmène là où on a envie de l'emmener. Et donc, finalement, ce client-là, lui envoyer de la documentation en amont, au mieux, c'est l'ennuyer, parce que ce n'est pas ça qu'il attend de vous. Au pire, c'est faire en sorte qu'il mette son nez dedans et qu'il mette de l'affectif là où il n'y a pas besoin de mettre de l'affectif. Je rappelle que le R3, c'est le choix du produit immobilier et la manière dont on va choisir le produit immobilier pour faire de l'investisseur. Je dis bien pour faire de l'investisseur. Sur de la résidence principale, si la couleur des volets ne vous plaît pas, sincèrement, c'est chacun son goût, quoi. Mais sur de l'investisseur, c'est les critères rationnels qui font que le logement se loue, se valorise, proximité bassin emploi, revenu moyen par ménage, taux de création d'entreprise, etc., etc., etc. Et c'est vous qui devez mener votre client à ça. Et donc, envoyer la documentation du programme en amont à ce prospect-là, c'est prendre le risque qu'il mette de l'affectif là où il n'y a pas besoin et donc de vous mettre en difficulté. Alors, vous mettre en difficulté, vous, comme professionnel, mais le mettre, lui, en difficulté dans une mauvaise façon de choisir son logement et donc de faire forcément des mauvais choix. À côté de ça, on a le prospect intentionniste, souvent sur le lead télémarketing. Lui, il sait qu'il veut de l'immobilier. Allez, on va aller même dans le stéréotype. Il sait qu'il veut du Saint-Étienne. Il sait qu'il veut du Saint-Étienne à côté de Geoffroy Guichard. La plus belle ville de France. Oui. Et donc, donc, lui, ça peut valoir le coup de lui envoyer de la doc en amont pour qu'il puisse étudier. Bon, je vais laisser Denis parler un peu plus des avantages. Moi, ce que j'aime pas trop de cette méthode en amont, c'est le fait, en tant que conférencier, en tant qu'intervenant, j'interviens beaucoup en école de commerce sur des sujets comme ça. Il y a deux méthodes. Soit vous donnez la documentation avant, comme ça, votre étudiant, votre interlocuteur peut suivre sur cette documentation et donc faire de la prise de notes. Le risque de ça, c'est que vous risquez de perdre en fait votre interlocuteur qui sera désintéressé parce qu'il aura lu 2 slides en amont et qui sera en train de papillonner en attendant que vous arriviez sur le slide parce qu'il aura eu le sentiment d'avoir tout compris. Et donc, il vaut mieux, à mon avis, en tant que conférencier, donner la documentation après pour qu'on puisse retravailler dessus, ce qui va permettre de garder l'intégralité de l'attention de votre interlocuteur. Maintenant, il n'y a quand même pas que des inconvénients, il y a aussi des avantages. Denis, je te laisse. Exactement. Et je vais démarrer sur le prospect intentionniste. Alors, sur Optissimo, on ne traite quasiment que ça, que du lead, du web lead, qui est intentionniste sur les lois fiscales. Avant de parler des avantages et de la méthode que personnellement et que pas mal de mes conseillers appliquent, je vais vous rajouter un inconvénient quand même sur l'intentionniste, c'est que le fait d'envoyer les documents avant, vous allez perdre un petit peu d'effet waouh. On a la chance d'avoir des promoteurs aujourd'hui, Jean-Sébastien en particulier, chez LP, d'être très bons en marketing, de faire de très belles plaquettes. Derrière, donc le fait de l'envoyer avant, vous allez perdre cet effet waouh, et l'effet waouh est quand même sympa dans la prise de décision de votre client. Si pendant 2 heures ou 3 heures de R3, vous lui avez montré les plus belles plaquettes et le plus beau des marketing, ça va provoquer quand même quelque chose qui peut intervenir dans une décision immédiate. Donc, je rajoute un petit inconvénient. Par contre, il y a quand même pas mal d'avantages. Alors, sur les avantages, on n'est pas là, attention, pour dire à un client, 1 semaine, 2 semaines avant un R3, je vais vous envoyer les propositions. Non, on parle de, moi, dans notre stratégie, on va dire, voilà, 2 jours avant, on va passer un petit coup de fil à notre client et on va lui dire, écoutez, monsieur le client, pour gagner un petit peu de temps, pour avancer sur notre rendez-vous, on va vous envoyer les documentations, les 2 ou 3 produits qu'on aura sélectionnés. Je vous laisserai en prendre un petit peu connaissance, regarder ce qu'il en est, ce qui nous permettra d'avancer un petit peu sur notre rendez-vous dans 2 jours. Donc, ça, c'est intéressant parce que quelque part, je vais quand même me servir d'un petit outil sympa. J'en sais, je vais te laisser me laisser la main. Je vais vous le montrer rapidement, mais qu'on a complètement intégré dans notre méthode de vente. Hop. Donc là, j'arrive sur Otari. Je vais juste vous montrer un outil. Et c'est cet outil, quelque part, qui m'a motivé à aller mettre cette méthode en place. Donc, je vais aller sélectionner évidemment mon programme. Je vais choisir mon programme, les brumes de gars. Je vais arriver sur le lot que j'ai sélectionné et je vais vouloir envoyer du coup à notre client
je vais vouloir lui envoyer les éléments. Donc, je vais sélectionner, je vais envoyer à mon client. Je vais dire à mon CRM d'aller chercher Monsieur Robert Mialon, qui est un client fictif. Et là, j'arrive, je vais pouvoir sélectionner ce que j'ai envie de lui envoyer. Je vais mettre la plaquette, je vais mettre le plan et je vais mettre une perspective. Je peux lui rajouter la simulation, évidemment, si j'ai fait ma simulation sur Otari. Et je vais juste avoir à copier ce lien. Quand je vais copier ce lien, je vais le mettre dans mon mail. Donc, si je lui fais 3 propositions, je vais faire 3 liens différents dans lesquels je vais retrouver mes 3 plaquettes, mes 3 études, mes 3 perspectives, etc. Derrière, une fois qu'il va cliquer sur ce lien, il va arriver sur un petit déroulé dans lequel il va retrouver tous les éléments que je lui aurais sélectionnés. Et on a un petit outil sympa. Là, je vais aller dans mon CRM. Quand Monsieur Robert Mialon va se connecter, je vois ici que je lui ai envoyé 17 lots. Donc, je vais aller sur un qu'il a vu. Et ça, c'est assez sympa. Pourquoi? Parce que je vais voir quand Robert Mialon a ouvert ses mails, je vais voir qu'est-ce qu'il a regardé, le temps qu'il a passé dessus, le temps qu'il a passé sur chaque élément, sur chaque page, sur chaque lien. Donc, on vous l'a dit pendant le R1 et le R2, ce qui est super important, c'est la bonne connaissance de votre client. Plus vous allez le connaître, plus ça va le rassurer. Et quand vous allez arriver en R3 avec une vraie tendance, s'il a passé 25 minutes sur un lien, 12 sur l'autre et qu'il n'a même pas ouvert le troisième, vous savez déjà sur quoi il est en train de s'orienter. Donc, j'allais dire, c'est cet outil ça s'appelle un outil de tracking, en étant honnête. Cet outil qui est parfaitement légal, j'anticipe les questions, mais cet outil va vraiment nous permettre de connaître nos clients et quelque part de le rassurer. Parce que si vous avez sélectionné 2 ou 3 produits, les 3 produits que vous avez sélectionnés, on vous fait confiance pour dire qu'ils sont bons. Il n'y a pas de mauvais choix. Donc, et de connaître déjà où il est en train de s'orienter, ça vous permettra d'aller dans le sens de votre client et d'appuyer. Donc, voilà pour les éléments à envoyer. Donc, oui, moi, j'ai intégré dans ma stratégie le fait de 48 heures à l'avance d'envoyer à notre client, ce qui va nous permettre de connaître déjà la direction qu'il est en train de prendre. Attention, bien évidemment, j'en sais le sait mieux que moi, la dénonciation. Si on envoie des éléments à notre client, bien évidemment, on va dénoncer le contact chez le promoteur. Ouais, alors c'est essentiel de dénoncer le contact chez le promoteur. Moi, je suis patron de la vente externe, donc ça veut dire que mon boulot, c'est de défendre les intérêts des conseillers et il ne faut pas se tromper. Et finalement, la vente, le service de vente interne, qui est essentiel, j'adore mon service de vente interne, c'est grâce à lui qu'on équilibre les bilans et qu'on peut proposer des produits avec des prix cohérents aux investisseurs. C'est grâce à eux qu'on fait aussi de l'accession à la propriété. Bon, pour autant, c'est des commerciaux et les commerciaux, ils sont là pour vendre. Et la difficulté qu'on a beaucoup sur le terrain aujourd'hui, c'est que vous présentez un lot à monsieur et madame qui s'appelle X, et puis ils vont appeler au bureau avec le nom de madame, le nom de jeune fille de madame qui s'appelle Y, et là, bon courage pour aller retrouver la dénonciation. Et je vous garantis que c'est nos concurrents et qu'ils n'ont pas du tout envie de se laisser faire. Donc, quand vous faites une dénonce, pensez à mettre un max d'infos à l'intérieur. Plus il y a d'infos, moins on se pose de discussion, et halte au sujet de type on va taper dans le fichier. Non, on ne va pas aller taper dans le fichier, on ne va pas aller se tirer des balles dans le pied bêtement. Et plus vous donnez d'infos, plus vous vous sécurisez. Donc, pensez à le faire. C'est vrai chez moi, c'est vrai chez les autres. Tout à fait. Bon, très bien. Maintenant, on va quand même rentrer dans le rendez-vous. Là, on a un petit peu parlé. On a dit c'était quoi un R3. On a dit combien on a choisi, combien on a préparé notre rendez-vous. Combien on allait présenter de l'eau. Est-ce qu'on les envoie, on les envoie pas aux clients. Maintenant, on est face à Denis, Madame Denis. Bonjour, Madame Denis. Comment allez-vous? Bonjour, Monsieur Morib. Je vais très bien. Ah, alors ça tombe bien. Alors, comment va l'enfant là depuis la semaine dernière? Il a gagné le tournoi de foot? Il a gagné le tournoi de foot, tout à fait. En étant de Saint-Étienne, ça donne certaines qualités footballistiques, forcément. Même avec une jambe cassée, c'est un petit génie. Alors, ça, c'est important parce que c'est ce qu'on appelle la mise en situation. En fait, on va se poser avec le client, créer une ambiance. Ça fait 3 fois qu'on le voit, le client. On est amis, on est à côté de lui. On n'est pas en face de lui pour lui présenter un truc. Donc, d'abord, on détend l'atmosphère parce qu'il ne faut pas oublier l'aspect anxiogène de chacune des étapes et en fonction des personnalités de chacun de vos clients. Donc, on ne va pas attaquer bille en tête comme ça et on va d'abord poser le sujet. Bon, ensuite, on va reprendre les étapes une à une
et on va réexpliquer comment s'est passée la relation, on va expliquer d'où on vient, où on va, et surtout montrer que c'est complètement crédible et que chaque étape a été validée et qu'on va aller à l'étape s'il a bien tout validé. L'idée ici, c'est bien de confirmer qu'on est en R3 et pas que nous sommes en R2 bis. On ne va à l'étape d'après que quand l'étape d'avant est validée. C'est aussi simple que ça. Et si vous vous rendez compte que vous êtes en R2 bis, vous laissez tomber la présentation des produits et vous attaquez sur votre R2 bis et vous refixerez un R3 un petit peu plus tard. Alors, c'est quoi les rappels? Madame Denis, j'aime bien t'appeler madame. Madame Denis, on s'est vu donc le 5 janvier. Et le 5 janvier, vous aviez une problématique et vous attendiez de moi que je vous apporte une solution. C'était un petit peu frustrant pour vous parce que, comme je vous ai dit, vous avez 40 ans. Avec votre mari, vous discutez depuis longtemps de ce projet. Vous l'avez mûri, vous vous connaissez bien, mais moi, je ne vous connais pas. Et moi, j'ai besoin de vous connaître et de comprendre qui vous êtes pour vous apporter une solution qui soit cohérente avec vos projets de vie. Et donc, finalement, de toute cette discussion qui a duré 1 heure, nous étions partis sur le principe que vous alliez épargner 200 € par mois et que j'allais vous présenter quelque chose, quel qu'il soit, avec 200 € par mois. Est-ce que c'est bien ça? C'est bien ça. C'est bien ça. C'est un grand oui. Donc, je passe à l'étape d'après. Le deuxième rendez-vous, quand on s'est vu, je suis reparti de ce postulat que vous vouliez mettre 200 € de côté et je vous ai présenté un dispositif qui consiste à acheter un appartement. Cet appartement est éligible au dispositif Pinel. On le choisira en fonction de critères qui sont liés à l'immobilier, bien évidemment, mais il est éligible au dispositif Pinel. Donc, on a convenu que vous souhaitiez épargner 200 € par mois dans un appartement, dans l'acquisition d'un appartement éligible au dispositif Pinel. Est-ce que c'est bien le cas? C'est tout à fait le cas, monsieur Maury. Et si tu me dis « Ah oui, mais non, je n'avais pas compris », il se passe quoi? Il se passe qu'on ne va certainement pas avancer à l'appart. Et on reprend. Exactement. Ah, que n'avez-vous pas compris? Question ouverte, jamais de question fermée. Question ouverte, et on laisse développer, on prend de la note et on reprend. Peut-être que c'est un détail qui nous permettra d'embrayer sur la R3. Peut-être que ce n'est pas un détail, et auquel cas, il faut vraiment, vraiment, vraiment reprendre. Parce qu'au mieux, ce qui se passera, c'est que vous signerez, mais que ça annulera dans les 10 jours. Très bien. On a donc dit qu'on allait épargner 200 € par mois dans l'acquisition d'un appartement éligible au dispositif Pinel. Et vous m'avez fait part, lors de ce rendez-vous, de la nécessité d'un emplacement de qualité. Tu m'étonnes, c'est qui veut un emplacement merdique? Évidemment que tu veux un emplacement de qualité, c'est la règle de base de l'immobilier. Et donc, Madame Denis, vous m'avez dit que pour vous, ce qui était important, c'était d'être à côté des transports en commun. Est-ce que c'est le cas? Alors oui, mais ce n'est pas forcément le cas. Mais ce n'est pas forcément le cas. Peut-être, peut-être pas. Qu'est-ce qui va faire que tu vas être content avec ton appart, Madame Denis? Ce qui va faire Moi, ce que je veux, c'est qu'il se loue et qu'il se revende le mieux possible. Ça se loue, ça se valorise. Quels sont les critères rationnels et objectifs qui font qu'un logement se loue et qu'un logement se valorise? Proximité bassin d'emploi, taux de création d'entreprises sur la zone, revenu moyen par ménage, des éléments macroéconomiques, des éléments factuels, des éléments purement factuels et non discutables. On n'est pas là pour choisir la couleur des rideaux. Ça, c'est pour la partie résidence principale. Si vous aimez le rose à pois vert, tant mieux pour vous et on vous trouvera du rose à pois vert. Sur de l'investisseur, ce que vous voulez, c'est on veut vous protéger de vous-même, on veut vous faire gagner l'argent, on veut que l'appartement se loue et que l'appartement se valorise. Est-ce qu'on est d'accord sur la manière dont on va sélectionner le logement? On est tout à fait d'accord. Très bien. À partir du moment où on a rappelé les critères de sélection du produit, eh bien aujourd'hui, je vais vous présenter 2 appartements, 3 appartements qui vont respecter l'ensemble des critères que nous nous sommes donnés. Il va nécessiter un effort d'épargne de 200 € dans un cas comme dans l'autre. Ils seront dans un cas comme dans l'autre à proximité d'un bassin d'emploi, d'un revenu moyen par ménage élevé, etc., etc., etc. Est-ce que nous pouvons avancer? Ce que vient de faire Jean-Sébastien, c'est super important. On va certainement vous le répéter 2, 3 fois dans ce webinaire, mais on a remis un cadre. Et en fait, ce cadre, il est très rassurant pour un client. Voilà ce qu'on s'est dit en R1. Voilà ce qu'on s'est dit en R2. En R2, on lui a expliqué comment allait se passer le R3. Et là, on lui redit. Donc, en fait, la redite, c'est quelque chose d'essentiel, c'est quelque chose de rassurant et fixer un cadre et une direction à votre client. Alors, c'est la base d'un cycle de vente, certes, mais surtout pour la confiance et la réassurance, c'est primordial. En fait, en réalité,
Avec Denis, on va parler pendant à peu près 1 heure ce matin. Et si on coupe les PC et qu'on vous pose réellement la question, a priori, on a tous des cerveaux d'êtres humains et d'adultes, on a une capacité de concentration qui va nous permettre de retenir 7% de ce que nous avons dit. 7% uniquement. Ce qui fera que vous considérez que le webinaire était de qualité ou pas, ça sera beaucoup la musique, les enchaînements, le fait que vous trouviez le message global crédible qui vous permettra d'y revenir. Donc, vous allez retenir que 7%. Et donc, en communication, quand on veut faire passer un message, et en rendez-vous, quand on veut faire passer un message, il faut donner ce message 3 fois. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire rappeler les étapes, c'est expliquer au client que vous avez agi dans une démarche qui était une démarche de crédibilité et que vous avez agi en compagnie du client et pas en face de lui, et surtout de lui rappeler qu'il a validé chacune de ces étapes. Et ça, il faut lui rappeler 3 fois que c'est lui qui a décidé, ce n'est pas vous qui avez décidé, c'est lui qui a décidé pour vous. Et la timeline, vous lui avez dit en R1, vous lui l'avez répété en R2 et vous lui redites en R3. C'est rassurant. Bon, quand même, moi, tu es gentil, tu m'expliques que ça va me coûter 200 balles par mois, mais j'aimerais bien que tu rentres un peu dans les détails de chacun des apparts et que tu me dises combien ça va me coûter le machin. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc là, on va arriver aux simulations. Donc, bien évidemment, ça va se préparer en amont. On va sélectionner 2, 3 produits et pour chacun d'entre eux, on va faire une simulation. Alors, vous êtes conseiller en investissement financier, donc derrière, vous allez avoir la possibilité, c'est aussi savoir peut-être s'adapter à son client, mais aussi à soi-même. Je m'explique. La simulation, déjà, on va la faire détaillée pour un seul des choix. On ne va pas s'amuser à rentrer dans le détail sur les 3 produits qu'on a sélectionnés. Donc, si on a envie de rentrer dans le détail, on en reparlera avec Jean-Sébastien à la fin de ce slide, on va peut-être glisser un tableau de trésorerie, on va peut-être glisser un tableau de fiscalité, on va rentrer dans le détail de la fiscalité foncière, des intérêts d'emprunt déductibles, du délai de livraison d'1 ou 2 ans. On peut rentrer dans tous ces détails-là. Une chose est sûre, si on ne maîtrise pas ces détails, si on n'est pas capable de répondre à chacune des questions précises, on ne rentre pas dans le sujet. On a beaucoup de conseillers aujourd'hui qui vont… Alors, on va dire le côté paramètre, on va le retrouver tout le temps. Comment on a pu faire cette simulation? Et après, dans le côté opérationnel, c'est un peu différent. C'est un petit peu différent dans la mesure où on peut intégrer du tableau ou pas. Donc, pour les paramètres, évidemment, on va retrouver 3 grands critères. Le client, combien est-ce qu'il paye d'impôts, combien il a de revenus, la tranche marginale d'imposition, son nombre de parts fiscales, est-ce qu'il va y avoir des évolutions, les détails du logement, le prix, le loyer, la livraison, etc. Et les éléments qui nous ont permis de faire la simulation, à savoir le crédit, la durée du crédit, son taux, ses mensualités. Une fois qu'on a indiqué tous ces paramètres, ce qui montre à notre client, ce qui nous a permis de faire cette simulation, on va obtenir des résultats. Ce résultat, on peut rentrer dans le détail ou pas. En tout cas, ce qui est primordial, c'est de retrouver les 3 éléments principaux qui vont intéresser notre client, à savoir son effort d'épargne, combien ça coûte, le capital de sortie, combien ça m'a rapporté, et le TRI. Alors, qu'est-ce qu'un TRI? C'est un taux de rendement interne. Le taux de rendement interne, c'est ni plus ni moins ce qui va nous permettre la comparaison avec les banques. Monsieur le banquier, bonjour, j'ai 200 € à mettre sur 9 ans et je pars de zéro. Par contre, voilà, moi j'ai un impératif, c'est que j'aimerais bien que dans 9 ans, j'aimerais bien avoir 50 000 €. À combien, monsieur le banquier, doit rémunérer votre livret A pour que dans 9 ans, on obtienne bien nos 50 000 €. C'est ni plus ni moins que le TRI, à combien va travailler votre effort d'épargne. Donc, nous, je sais que moi, j'aime bien rentrer un petit peu dans le détail avec un tableau de trésor et un tableau de fiscalité. Jean-Sébastien, je sais que de ton côté, tu restes quand même relativement simple. Alors, c'est pas que je n'aime pas rentrer dans les tableaux, c'est que ça dépend qui on est. Si vous êtes conseiller en investissement financier, vous faites ce que vous avez à faire. Nous, on est promoteur immobilier, donc pour le dire différemment, on est carte T, donc on est loi Hoguet, donc on est agent IMO. Donc nous, ce qui est important, c'est juste de faire excessivement simple et surtout de ne pas aller en rendez-vous avec des informations qu'on ne maîtrise pas. Je m'explique. L'effort d'épargne, c'est simple. Et ce que veut connaître le client en préambule, c'est combien ça me coûte. Donc, vous lui donnez cette info. Combien j'ai d'argent à la fin et à combien j'ai placé mon argent. Parce que l'un étant la conséquence de l'autre. Je place mes 200 € à 10% de taux de rendement interne. Donc, c'est l'équivalent du taux du placement.
Point, fin de l'histoire. J'ai répondu à la question primaire du client. Finalement, aller expliquer les tableaux, les bénéfices fonciers, les déficits fonciers, bon, oui, ça a évidemment une valeur ajoutée intellectuelle, mais ce n'est pas l'attente primaire du client, c'est un service finalement à valeur ajoutée. Et moi, ce qui m'inquiète dans l'utilisation de ces tableaux, c'est que sincèrement, ils sont loin d'être évidents parce qu'il y a des charges déductibles qui diminuent avec le temps. Je pense aux intérêts d'emprunt. L'intérêt d'emprunt la première année, ce n'est pas le même que la 7e année. On passe du bénéfice au déficit. Ensuite, si on voulait être jusqu'au boutiste, il faut intégrer la tranche marginale d'imposition à l'année N et à l'année N plus 10, qui peut être différent en fonction que le gamin ait quitté ou pas le foyer fiscal. Bref, ça paraît simple au départ, mais c'est loin d'être si simple. Et pour moi, dans n'importe quoi qu'on puisse vendre dans la vie, que ce soit une paire de baskets ou un appartement, plus c'est simple, plus ça fonctionne. C'est pour ça d'ailleurs, je suis un grand partisan des produits comme la loi Pinel en comparaison d'un produit comme la loi Robien il y a 10 ans où on travaillait sur de la déduction et aujourd'hui on travaille sur la réduction d'impôts parce que c'est simple, c'est facile à comprendre et quand c'est facile, ça fonctionne bien. Preuve en est les rythmes de vente que nous avons là-dessus. Mais vraiment, ça dépend plus de la personne que vous êtes, plus que de la méthode. Ouais, c'est vrai. Vous êtes sur une approche globale, faites votre tableau. Vous êtes agent en agent immo, vous êtes en loi au guet simple, faites simple. Voilà, c'est uniquement un point de vue. Ok. C'est bon pour la partie simulation, j'en sais. Oula, c'était pénible. On a fait de la théorie, on a vu des chiffres. C'est lourd, hein, c'est un peu lourd. Ouais. On peut faire une petite transition en disant bon, bah voilà, j'ai là quand même la sensation qu'on a fait le plus dur, qu'on a fait un petit peu le côté rasoir, le côté rébarbatif. Et maintenant, on va un petit peu se faire plaisir et puis on va regarder le côté immobilier. Alors, le côté plaisir, ça va être pour le client. Parce que pour vous, ça n'a rien de plaisir. La lecture et la présentation du support immobilier, on peut penser que c'est facile, on prend la plaquette, on la lit, on peut penser que bon, on se balade un petit peu dans la documentation. En réalité, c'est éminemment technique avec un certain nombre de critères qui sont des critères à respecter. Je vous propose dans un premier temps de commenter d'un point de vue purement théorique et puis ensuite on va le faire d'un point de vue pratique en prenant l'exemple d'une plaquette. Cette plaquette, s'il vous plaît, ne rentrez pas dans le détail du programme, on s'en fiche éperdument, c'est un programme qui sortira à la fin du mois et c'est le projet de plaquette. Ce qui est intéressant, c'est juste la manière dont le marketing est construit. Le premier point… Jean-Sébastien, je te coupe juste une seconde. Juste rajouter quelque chose sur l'aspect simulation. Quand on a présenté à notre client les 3 simulations, bien évidemment, si on est sur une stratégie à 3 produits, s'il nous a éliminé 1 voire 2 produits, déjà, on ne va pas présenter les 3 derrière. On va s'attarder sur celui qui a retenu l'attention, mais c'est à ce moment-là, bien évidemment, que votre client va se dire « Ah ouais, mais finalement, la côte pavée ou Écully sur Lyon, ça me coûte le double, pour ne pas dire plus. » Donc, on met de côté. C'est à ce moment-là. Et on va rentrer dans le détail. On ne va pas s'amuser à détailler un produit qu'un client aura soit éliminé ou soit pas plus motivé que ça. On va vraiment s'attarder sur le produit ou les 2 sélectionnés. Dans tous les cas, si au budget ça ne passe pas, vous ne signerez pas. Je prends l'exemple de la résidence principale. Votre client a envie d'un T3 avec une terrasse de 10 mètres carrés. Et il a 200 000 € de budget. Je dis n'importe quoi, je les chiffre à la volée. Et vous arrivez avec un T3 avec une terrasse de 50 mètres carrés qui est absolument magnifique. Et ce T3, il vaut 250 000 €. Ben non, vous ne le vendrez pas. C'est évident. Donc, on valide le budget et ensuite, on attaque sur la partie plaisir. Alors, quelques étapes à respecter, quelques étapes clés. En premier lieu, vous vendez un plan, vous vendez rien, vous vendez du vent, vous vendez un terrain sur lequel il n'y a rien du tout et il y a quand même de bonnes chances qu'en plus, ce terrain il soit moche à l'instant où on se parle. Donc, il va falloir quand même rassurer là-dessus. Et puis, le promoteur immobilier, peut-être que votre client connaît Nexity, peut-être qu'il connaît Bouygues ou Kaufmann, des promoteurs nationaux. Posez la question à vos clients combien ils en connaissent, des promoteurs. S'ils en citent 1 ou 2, vous avez de la chance. Alors, si on est du LP Promotion, aller expliquer à un client lillois ce qu'est LP Promotion, il ne connaît évidemment pas. Donc, il va falloir quand même passer un petit peu de temps à expliquer qui est le promoteur, comment il fonctionne. Alors, on ne vous demande pas d'expliquer LP Promotion comme moi je peux l'expliquer. Je peux y passer une demi-heure sur LP Promotion et encore, je suis gentil. Mais peut-être connaître 2-3 anecdotes, l'historique, montrer que vous y êtes intéressé et que ce n'est pas un produit, ce n'est pas un promoteur sorti du chapeau. Et d'expliquer. Ça permet de crédibiliser en fait le discours quant à votre choix de cet opérateur-là. Ensuite, on ne va pas rentrer bille en tête dans la résidence. Ça serait un non-sens. Avant la résidence, il y a ce qu'il y a autour de la résidence, le quartier. Mais avant ça, il y a la ville et puis il y a l'agglomération. Donc, on va rentrer en entonnoir justement petit à petit. Pourquoi c'est intéressant cette agglomération? Pourquoi c'est intéressant ce quartier-là? Et ensuite, on pourra rentrer réellement dans la résidence et dans les prestations. Les prestations qui devront respecter des critères assez simples.
mais pas si simple, à savoir satisfaire la volonté de l'investisseur, satisfaire la volonté du locataire, mais aussi satisfaire la volonté de l'accédant à la propriété, qui a aussi un certain nombre de demandes. Certaines sont communes et d'autres sont un petit peu différentes. Et enfin, évidemment, on abordera le sujet de la gestion et de comment ça va se passer avec un champ lexical de tranquillité, de facilité, puisque tout est toujours facile. C'est hyper important, ça aussi, de le rappeler. Alors, un exemple donc de plaquettes. Est-ce que Denis, tu peux me confirmer qu'on la voit bien? Pas encore. On est bon. Mais là, peut-être en plein écran, oui. Ouais, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi elle fait ça. Parce que là, elle n'est pas belle du tout. Ah, on est bien. Qu'est-ce qui ne te va pas? Non, c'est bon, on est bon. Alors, le programme en lui-même. Première page. Le mot de la direction, un pavé de texte. Quand on a un pavé de texte, en général, c'est plus fait pour la partie résidence principale, c'est plus fait pour le côté qualitatif, c'est plus fait pour être lu quand vous ne serez pas là. Donc, ne vous attardez pas spécialement sur les pavés de texte, vous laisserez cette fameuse plaquette au client, et quand il ne sera pas là, il aura le sentiment de pouvoir lire des choses un petit peu plus complémentaires, il aura le sentiment de pouvoir approfondir. C'est pour ça que c'est là. Je ne dis pas qu'on y dit n'importe quoi, bien au contraire, on explique qui nous sommes dans ce petit mot qui est le mot de la direction, mais on passe relativement rapidement là-dessus. Ce qui est important, c'est les éléments qui sont sur cette deuxième page. En tout cas pour nous, chacun y verra son marketing, mais d'être en mesure d'aller expliquer que LP Promotion, ça a une antériorité d'une trentaine d'années, que ça a commencé avec Lucien Ponceau, Lucien qui est architecte de formation, il a commencé dans les années 80, et puis ça a plutôt bien fonctionné, et puis la création de la vente interne pour pouvoir faire de la résidence principale. Au final, aujourd'hui, c'est une société qui a 47 millions d'euros de capital social, donc qui a beaucoup de sous de côté. Une cotation Banque de France, c'est ça qui est à 3, c'est une échelle qui va de 3 à 9. À 3 vous êtes un État, à 9, vous avez déposé le bilan. Donc, c'est une société qui est stable, qui est solide financièrement, qui a une bonne capacité à se rembourser ses emprunts. La production de ce promoteur, ils sont en stratégie de croissance, ils ont pour objectif de faire 3000 lots dans 5 ans, mais c'est une croissance qui est maîtrisée. On grandit, puis on stabilise. Par exemple, 2019-2020, pour nous, c'est l'année de stabilisation. La fois d'avant, c'était autour de 2015, et puis on grandit. Parce que finalement, doubler sa prod d'une année sur l'autre, c'est facile. Hein. Je vous fais un beau marketing. Mais derrière, il faut quand même assumer les constructions, le service relation client, etc. Donc, une année de stabilisation, c'est toujours très, très bon dans une stratégie de croissance. Et puis, leur implication sur la démarche RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Ça veut dire quoi? 95% des entreprises impliquées sont des acteurs locaux et ils sont labellisés ISO 26000. Point. Fin de l'histoire. J'ai dû passer 1 minute ou 2. Peu importe le fond de ce que j'ai dit, au moins, je suis capable de leur raconter un minimum. Et pour pouvoir par contre, tu dis plus que vous êtes sponsor et sponsor maillot du TFC. Ça, par contre, je crois que vous avez arrêté. Ben non, parce qu'en fait, on avait signé un pacte de non-agression quant à Saint-Étienne. Ah oui. Et du coup, j'ai essayé de le respecter. Mais puisque tu veux aller par là, peut-être qu'on se retrouvera l'an prochain. Je ne peux pas exclure, malheureusement. Donc voilà, quelques mots, mais le meilleur moyen pour savoir ces quelques mots, vous passez un coup de fil à votre responsable de prescription préféré, il sera capable de vous donner absolument l'essentiel qui dans sa bouche sera toujours plus que ce que vous pouvez en connaître et qui suffira amplement en clientèle. Mais c'est un élément de rassurance qui est très fort. Et dès qu'on est passé sur un élément technique, on va basculer ensuite sur un élément visuel. L'idée, c'est d'alterner le « oh, c'est chiant » à « ah, je soulage ». Donc, j'ai expliqué des trucs, j'ai du visuel. Et je vais réexpliquer des trucs. Mon agglomération toulousaine, pourquoi investir à Toulouse? On ne va pas vous demander de lire l'intégralité de la plaquette, mais de savoir 3-4 éléments. Toulouse, c'est la 4e aire urbaine française et c'est le 9e prix au mètre carré moyen en France. Il y a un truc qui est bizarre. C'est un flux migratoire net entre 12 et 15 000 personnes en fonction des années. Ça crée en fonction des années entre 3 et 5 000 emplois. On construisait, avant le Covid, 5 000 logements par an. Là, on est clairement en dessous, donc on creuse très, très fort le déficit de logement. Ce n'est pas que Airbus, c'est 3 pôles de compétitivité, l'Aerospace Valley, Agrimip, le cancer, biosanté. Point. Pas besoin de tout sortir. Votre argumentation, c'est une armoire avec des tiroirs. Vous sortez 2-3 tiroirs et en fonction des questionnements de votre client, vous allez chercher le tiroir qui va bien. L'idée, c'est de montrer que vous avez analysé, que vous connaissez. Le client, il n'a pas besoin de tout connaître par cœur. Lui, ce qu'il veut, c'est justifier. Ça se loue, ça se valorise. Les critères, vous les avez cités avant. Et là, vous êtes en train de déballer tout un tas de critères qui font que ça se loue, ça se valorise. Point barre. Et une fois qu'on a fait l'agglo, on va rentrer dans la ville. Ce que dit Gencier est très important, mais ça inclut une chose.
c'est d'avoir préparé son R3. C'est-à-dire, la plaquette, on ne la découvre pas, évidemment, en face de son client. On n'est pas là non plus pour lire. Si on lit une plaquette, le client va se dire, ouais, ok, en fait, il ne connaît pas, il est juste en train de lire, chose que j'aurais pu faire. Les tiroirs à ouvrir, j'en sais, a complètement raison. Mais quand vous arrivez en rendez-vous, il faut que vous sachiez quel tiroir vous allez ouvrir. On a décidé prenons Toulouse, de prendre 4 arguments. Je vais arriver face à mon client en disant, bon, voilà, deuxième bassin d'emploi français, deuxième bassin d'étudiants français, une évolution démographique très forte avec entre 12 et 15 000 nouveaux habitants par an. On va en sélectionner 3, 4, 5 et on va lui le dire en le regardant. Lui, il a le nez devant la plaquette et vous allez sélectionner les 4-5 punchlines importantes et c'est suffisant. Mais ça implique que vous ayez quand même bien préparé votre rendez-vous et qu'on ne découvre pas la plaquette en même temps. Excuse-moi, j'en sais. Petit commentaire là-dessus, on pourrait se dire, ouais, là, ils sont en train de nous présenter un truc parce qu'ils vendent du Toulouse avec des Parisiens. Plus votre client est local, plus vous êtes en local, plus vous passez de temps à expliquer ça. C'est vraiment la base parce que la problématique, si vous vendez du Toulousain à un Toulousain, du Bordeaux à un Bordelais, c'est que votre client a le sentiment de connaître. Moi, j'ai une anecdote très simple. Quand j'ai commencé ce boulot, je vendais vachement mieux Bordeaux que Toulouse en étant moi-même Toulousain. La différence, c'est que Bordeaux, je l'avais appris, je le connaissais sur le bout des doigts. Toulouse, j'avais l'impression de le connaître, je le connaissais sur la base de mon expérience. Et c'est pas bon, en fait, votre expérience. Il vaut mieux avoir des éléments qui sont des éléments factuels. Et plus votre client est local, au contraire, passez du temps à expliquer pourquoi vous choisissez Toulouse, parce que vous auriez pu choisir Montpellier. Mais vous avez choisi Toulouse parce que c'est bien. Mais pourquoi c'est bien? Voilà. Votre client vous dit je veux du Toulouse. Ok, je voulais du Toulouse, mais pourquoi vous voulez du Toulouse? Je vais vous dire pourquoi vous voulez du Toulouse. Et c'est fondamental. Bon, après, une fois qu'on a dit pourquoi on en voulait, c'est comment on y va. Hein, parce qu'on ne vit pas pareil à Toulouse, à Bordeaux, à Paris ou à Marseille. Il y a des villes où il y a des rives gauche, rives droite. Il y a des villes où il y a des quartiers nord, des quartiers sud. Il y a des villes où il y a des cercles concentriques. Toulouse, c'est une histoire de cercle concentrique. L'hyper-centre-ville de Toulouse, c'est coté, ça vaut cher, ça vaut entre 5 et 8 000 euros le mètre carré. Donc, du neuf, de toute façon, ça n'existe pas. Ensuite, on a tout ce qui va jusqu'à la rocade. Et en noir, là, la ville de Toulouse, elle fait 118 km², elle est très grande. Et il n'y a pas de transport en commun. Donc, la nécessité pour la ville, c'est d'être à proximité immédiate du bassin d'emploi. Donc, quand je suis ici, je suis au niveau de mon parc d'activité de Fondère, j'ai 10 000 emplois. L'entreprise tête de gondole, c'est Libera Aerospace. J'ai un bassin d'emploi globalement de 25 000 emplois. Fin. Ça suffit. Moi, là-dessus, c'est pareil. Je peux tenir 20 minutes sans problème pour expliquer la démographie globale de la ville. Mais quelques éléments de langage pour montrer que vous n'avez pas choisi cette résidence et cet emplacement. On n'est pas encore à la résidence. Cet emplacement-là, au hasard. Il est bien parce qu'il y a le métro qui passe devant alors qu'il y a très peu de lignes de métro. Il y a la 3e ligne de métro qui arrive en 2028 qui va passer également devant. Et vous êtes en plein cœur du bassin d'emploi. Salut, fin de l'histoire. Reste à démontrer qu'on est dans quelque chose qui est plutôt joli, ou en tout cas, bon, là, on est dans l'urbain pur, hein, donc évidemment, ce ne sera pas des petites maisons autour, plutôt des immeubles, mais on est dans un quartier qui est tout ce qu'il y a de plus normal, avec le métro qui est à proximité. On rappelle les éléments démographiques, 56% de création d'entreprises en 10 ans. Ça aussi, c'est du factuel. On peut expliquer qu'on est dans la crise du Covid. Toulouse, c'est 56% de création d'entreprises en 10 ans. Voilà, point. Alors, ce n'est pas toujours que des Airbus, mais 80% du tissu économique local restera de la PME, et donc c'est essentiel. Donc, ma résidence, elle est là. Super. Je rentre un petit peu dans le quartier. Je vois que j'ai des écoles, la boulangerie et le métro qui est bien à 450 mètres. Et 5 arrêts plus tard, je serai place du Capitole. Je bascule, maintenant que j'ai donné des explications sur de la vie de quartier, des trucs un peu plus faciles, l'école, elle est jolie, quelques photos, quelques prises de vue, la résidence, les immeubles derrière, c'est de l'urbain, très bien. Et à partir de là, j'avais quasiment terminé ma démonstration. Je ne suis plus que dans du c'est facile, c'est joli. Avant de re-rentrer dans l'appartement, puisque j'ai montré l'emplacement, j'ai réduit. Et là, je suis à l'intérieur carrément de mon appartement. Et puis, je vais revenir sur un dernier élément technique pour aller expliquer les prestations grâce à la modélisation 3D de l'appart et les prestations dans leur globalité. Et une fois que je vais avoir terminé ça, bien, j'irai aller démontrer qu'on sait faire, puisqu'il y a des prises de référence avec quelques photos de résidences déjà livrées. Quand j'aurai fait tout ça, je serai finalement rentré en entonnoir et j'aurai démontré que le promoteur, c'est solide, que l'emplacement, il est cohérent, que la résidence en soi, elle est cohérente, qu'elle n'est pas trop grande, les prestations, et j'aurai fait de la réassurance avec les résidences déjà construites par le dit promoteur. Donc, à partir de là, moi, Denis, je suis désolé, mais j'ai plus rien à te raconter. Mais ce qui est sympa, c'est que tu as bien respecté encore une fois ta trame et qu'on est parti du plus grand au plus petit. On est parti de la ville, après on est allé sur le quartier, après on est allé sur la résidence, après on est allé sur l'appartement et sur les prestations de l'appartement et on a fini par la gestion.
Mais ce n'est pas un hasard, en fait, hein, si on a fait ça. C'est qu'on part évidemment du plus haut pour aller jusqu'au plus bas et on ne va pas démarrer par la gestion pour aller sur l'appartement en allant après sur le promoteur. Ça respecte un ordre, des règles et évidemment, les plaquettes des promoteurs sont très souvent axées là-dessus en allant de la ville jusqu'à la gestion. Alors, la présentation peut être un petit peu différente, mais je vous encourage à vraiment jeter un œil sur vos plaquettes et les regarder aujourd'hui avec un œil un peu différent. Et vous verrez que cette construction-là, ça peut être fait, il peut y avoir un angle qui est pris un peu avant, un peu après, c'est pas grave, mais toutes ces infos, vous les avez. Et si on les met, c'est qu'elles ont du sens. Donc, ne passez pas rapidement sur les pages, tournez-les vraiment avec votre client pour tout présenter. Au contraire, vous donnerez un sentiment de crédibilité. Mais maintenant qu'on a fait ça, en revanche, c'est fini là. Hein. Est-ce que vous avez des questions, monsieur le client, sur le programme? Mais une fois qu'on a fini les questions, c'est fini. On n'a plus rien à ajouter. Donc, l'étape d'après, il faut sauter. C'est le meilleur. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Et il faut sauter. Tu me spoiles un peu là. Hein. Ah, bah... Alors, en effet, on arrive au meilleur moment, celui qu'on attend, celui qu'on redoute, mais c'est celui pour lequel on fait ce métier, c'est le closing, c'est le dernier qui parle qui a perdu, c'est la petite question qui va bien, c'est on fait ou on ne fait pas. Donc, avant d'entamer le closing, on va encore une fois, répéter ce pourquoi on était là. On va revoir les objectifs de notre client. On va retourner chercher du oui. On est bien d'accord qu'il y avait tels objectifs. On est bien d'accord qu'on s'était fixé un effort d'épargne de temps. On est bien d'accord que l'emplacement que je viens de vous présenter correspond parfaitement à ce qu'on s'était dit. Et on va lui demander de bien confirmer à chaque fois que tout a été bien respecté. Donc, on va chercher du oui, du oui, du oui, du oui. Après, c'est là où c'est sympa, il peut y avoir plein de méthodes. Est-ce qu'on pose une question? Qu'est-ce qu'on fait? On y va avec un grand sourire et puis on attend. On peut également, on va parler du mot parce qu'on en a beaucoup parlé avec Jean-C, on vous en avait parlé aussi du R2, ne pas hésiter à sortir le mot contrat. Ce n'est pas du tout un tabou. Moi, le contrat, j'en parle dès le R1, j'en parle au R2, j'en parle au R3 sur de l'intentionniste. Attention, ce qui est un petit peu différent, évidemment, sur une méthode classique comme celle-là. Mais sur du lead intentionniste, moi, je n'hésite pas à en parler. Quand on démarre le R3 en disant, bon, ben, de toute façon, si tout convient, j'ai amené le contrat d'innovation pour aller plus loin. À partir du moment où on l'a déjà prononcé ce mot-là en fin de R2 ou en début de R3, il n'est plus tabou pour votre client. Il est au courant. Alors, c'est sûr que s'il le découvre à la fin en disant, bon, ben, j'ai amené le contrat de réservation, c'est le premier, on peut avoir une petite boule au ventre. Mais si vous l'avez anticipé et que vous en avez parlé avant, c'est plus du tout un tabou. C'est plus du tout un tabou. Donc après, moi, ce que j'aime bien, on va le voir sur la slide d'après, c'est quelque part de dédramatiser ce moment-là. Alors, comment on va le dédramatiser? En lui expliquant comment ça va se passer après. Mais on va le rassurer en lui disant qu'il y a encore d'autres étapes, mais que pour le coup, c'est le moment d'y aller. C'est le moment de dire oui et de remplir un contrat de réserve. Donc là, il y a une chose qu'on ne va pas pouvoir vous apprendre, c'est l'analyse de votre client. Est-ce que vous avez en face de vous, j'ai un de mes CGP qui utilise beaucoup ça et ça me fait sourire parce que c'est tellement vrai. Est-ce que vous avez affaire à un oui mais ou est-ce que vous avez affaire à un non mais? Le oui, mais, c'est de la fausse barbe, c'est je vais tout faire pour m'échapper, je vais trouver de l'excuse. Oui, oui, c'est bon, on y va. Ah oui, mais par contre, ouais, il faut que j'achète ma caravane, finalement, ça ne va pas le faire, j'ai d'autres projets. Le oui, mais, entre guillemets, n'achètera jamais ou rarement. Le non, mais, c'est les meilleurs. C'est j'ai compris qu'il faut y aller, mais c'est 200 000 euros, c'est 300 000 euros, donc j'ai peur. Moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est le côté image. Donc, moi, je leur dis, bah, écoutez, ça, c'est un petit tip que je vous donne, que j'utilise moi personnellement. C'est, je leur pose la question, est-ce que vous avez déjà sauté à l'élastique? Est-ce que vous avez déjà sauté en parachute? Généralement, la réponse est non. De temps en temps, ça peut être oui, ça ne change pas grand-chose. Mais je leur dis, bah, vous voyez, quand vous arrivez en haut du pont, que vous montez sur le muret et que vous regardez en bas. Alors, c'est sûr, vous savez qu'il faut le faire. Vous êtes là pour ça. Ça vous fait envie. Vous le savez que ça va être super et que c'est pour votre bien. Vous allez avoir cette dose d'adrénaline qui est géniale.
Par contre, quand vous regardez dans le vide, bah, vous avez peur. Et cette peur, elle est complètement légitime. Et ce que je leur dis, c'est, vous savez, moi, monsieur le client, si, je suis là pour vous accompagner. La peur que vous avez, elle est normale, elle est naturelle. Et vous savez, quand moi, je suis monté sur le muret, si je n'avais pas eu quelqu'un derrière moi qui me pose la main sur mes épaules, alors attention, il ne m'a pas poussé, hein, mais il m'a dit, Denis, je vais compter jusqu'à 3. Et je te le dis honnêtement, si tu ne sautes pas à 3, il y a de grandes chances que tu sautes jamais. Il a compté jusqu'à 3 et j'ai sauté. Donc, il ne m'a pas poussé, il ne m'a pas forcé. Je savais que c'était bien et je trouve que l'image est géniale parce que vraiment, au final, c'est exactement la même chose. Le nombre de fois où on a été en face d'un client, on n'a eu que des oui et au final, il manque le petit truc qui fait que. Eh ben, il y a certains clients où il faut être capable de poser la main sur l'épaule et il y en a où il ne faut surtout pas parce que vous risquez de les perdre à trop les pousser. Donc, dans l'analyse, et je finirai sur cette slide là-dessus avant de te donner la parole, j'en sais, si tu veux rajouter quelque chose. On peut se fixer des règles. On peut se dire, voilà, je vais aller chercher mes oui et derrière, je pose la question. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On y va, on va pousser un peu ou pas, mais il y a bien évidemment la capacité à s'adapter à la personne que vous avez en face de vous. Après, il y a le jeu du silence, hein, évidemment. 2, 3 trucs pour vraiment lancer le truc. Bon, alors, Denis, on y va. Silence. Moi, j'ai un copain qui a mis une fois 3 minutes. 3 minutes de silence à regarder son client les yeux dans les yeux, c'est loin. Mais le premier qui parle, il a perdu. Bon, lui, il a gagné ce jour-là. Ça reste un peu une légende de ses relations commerciales. Et, on Il aime bien n'était en pas parler. marseillais sur les 3 minutes, non? Non, il a Véronais. Non, d'accord. Très bien. Pas bien loin. Nicolas Roch, si tu t'entends, associé chez Audit et Solutions. Et après, il y a d'autres trucs. Moi, j'aime bien est-ce que vous pourriez me citer 4 ou 5 bonnes raisons de ne pas faire? Parce que déjà, en citer 2 ou 3, il aura du mal. Mais surtout, vous mettez votre client face à ses propres fantasmes, quoi, hein, finalement. C'est-à-dire, il se rend compte que quand vous lui posez la question de cette manière-là, il va chercher ces bonnes raisons qu'il ne va pas trouver et ça va vous faciliter grandement la tâche. Bon, en tout cas, plein de petits tips, plein de petits trucs, chacun la sienne. Bon, après, cette étape-là, c'est qu'une étape, hein, le closing, c'est-à-dire qu'on va signer le contrat de réservation, mais on commence une nouvelle relation commerciale. 50% du boulot est fait, C'est ça. et pas beaucoup plus. Hein, pas beaucoup plus. Non, non. Alors, qu'est-ce qui va se passer après? Il y a aussi un autre truc que j'aime bien présenter à ce moment-là, c'est de toute façon, parce que qu'est-ce qui va faire que le client va signer ou pas? Ce qui va faire qu'il va signer ou pas, et qu'il va aller au bout ou pas, c'est finalement la confiance qu'il a en vous, parce que vous ne lui avez présenté que des éléments qui correspondaient à des éléments qu'il avait validés précédemment. Donc, pourquoi il ne signe pas? Simplement parce qu'il se dit, oula, c'est trop beau, il y a un loup. Bah, ne me croyez pas sur parole, on va aller sur place, on va aller ensemble. C'est un double intérêt. Premier intérêt, vous allez y aller, et donc ça le rassure, vous pouvez closer. Deuxième intérêt, vous allez y aller, vous allez passer une journée entière avec votre client, vous allez avoir le temps d'échanger sur un certain nombre de sujets, et ça va également vous permettre d'avoir de la recommandation. On dit depuis le début que le travail en recommandation est important, mais elle n'est pas gratuite, la recommandation. Elle arrive si vous apportez du service à votre client, et il faut qu'il soit reconnaissant de votre travail, et ça, sincèrement, ça en fait partie. Et puis là où vous gagnerez aussi, c'est que nous, statistiquement, on sait qu'entre les rendez-vous de confort qui sont faits ou pas, on passe de 70 à 90% de taux de transfo. Donc ça veut dire que si vous faites 10 ventes dans l'année et que vous accompagnez votre client en R4 sur place, ben vous avez votre probabilité de faire 2 ventes de plus dans l'année. Si vous êtes à 10 000 euros hors taxe moyen de chiffre d'affaires, ben ça vous fait 20 000. Je pense que vous pouvez facilement investir 4-5 000 euros dans des billets d'avion pour aller voir le programme. Ça vous permettra de travailler moins, de travailler mieux. Et surtout à 4-5 ans d'avoir un panier de recommandations, ça c'est quand même super important. Et puis une fois qu'on est sur place, ça permet de vraiment montrer que ce que vous avez dit, c'était vrai. C'est aussi simple que ça vous crédibilise. Maintenant qu'on a fait ça, on a signé le contrat, tu as signé Denis, on est d'accord, on n'a plus rien à dire pour signer. On a signé, alors ou pas. Je vais juste revenir, tu peux passer à la slide d'après, mais je vais revenir sur le un petit peu ou pas et je vais faire un parallèle avec ce que tu viens de dire et qui va être très intéressant. Toi, tu intègres quelque part une autre étape en disant on va aller valider sur place que ce que je vous ai dit, ce n'est pas des bêtises et que c'est bien vérifié. Le fait, je vais prendre ce déroulé administratif un petit peu de la même façon, vous allez voir. Je vais, avant d'aller chercher mon oui, je signe mon contrat de réservation, moi, je suis assez partisan d'expliquer ce déroulé. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment ça va se passer. On va signer le contrat de réservation, on va avoir 10 jours de délai de réflexion, on va peut-être en effet être invité vous inviter pour aller visiter le programme sur place. Et puis, on va avoir le vrai juge de paix. Le vrai juge de paix, c'est qui? C'est la banque. On va déposer le dossier, on va vérifier que
tout est bien OK. Après, on va obtenir notre offre de prêt, les 10 jours de réflexion et enfin, je vous accompagnerai chez le notaire. En mettant ces nouvelles étapes, pour moi, on dédramatise le contrat de réservation. C'est-à-dire que notre client, il se dit, ah oui, c'est parce que dites-vous que c'est un contrat, donc un contrat dans la tête du consommateur lambda, c'est une finalité. Là, on va lui dire, attention, ce n'est pas une finalité. La finalité, c'est l'acte authentique et l'acte authentique, c'est donc quand même pas mal de temps. On va aller vérifier sur place, on va aller consulter la banque. Il y a beaucoup encore d'autres étapes. Et en rajoutant ces étapes-là, quelque part, c'est une vraie réassurance parce qu'on a dédramatisé ce côté contrat en disant, vous inquiétez pas, il y a encore d'autres étapes derrière. On s'engage, mais ce n'est pas une finalité. Et moi, j'aime bien, avant d'aller chercher mon dernier oui, on signe le contrat de réservation, de dédramatiser. Alors, c'est sûr qu'on a aussi été aidé par les promoteurs avec les signatures électroniques parce que ça nous permet encore plus de dédramatiser ce côté contrat. Mais en rajoutant ces étapes-là, pour moi, c'est essentiel de faciliter le oui, faciliter la prise de décision du contrat en rajoutant ces étapes. En tout cas, ce qui sera intéressant, qu'on le fasse avant ou qu'on le fasse après, enfin, ce qui sera intéressant, non, ça fait partie des trucs obligatoires, précisément. 2 ou 3 programmes à présenter, etc. Ça, c'est des choses qui sont un peu up to you. Mais présenter le déroulé de la suite, ça, c'est excessivement important. Ça permet justement de montrer qu'on est au début d'une nouvelle aventure, qui en plus est l'aventure la moins sympa, parce que c'est celle où le client va commencer à bosser. C'est vous qui avez bossé jusqu'à présent, maintenant, c'est le client qui va bosser, préparer son dossier de crédit, etc. etc. Ce qui est sûr, c'est que montrer un début, montrer une fin, montrer que c'est maîtrisé, accompagner votre client pour lui dire maintenant tu fais ça, dans 10 jours tu fais ça, dans 20 jours tu fais ça, eh bien c'est finalement tranquilliser votre client et pas le laisser tout seul face à un abîme qui est face à lui, ne pas le laisser dans un sentiment où ok, vous avez vendu votre machin, maintenant fini, je m'en occupe plus. Non, au contraire, c'est le début, c'est maintenant que vous allez vendre, c'est maintenant en fait que se joue réellement le taux de transformation final. Donc, Et c'est là où se tout joue le déroulé aussi, administratif. j'en sais, je pense que tu le sais très bien, le taux d'annulation. Qu'est-ce qui fait qu'un conseiller a 10% de taux d'annulation de vente ou un conseiller qui en a plus de 50? C'est ce moment-là, c'est ce déroulé-là. C'est j'accompagne, comme tu le disais, et je suis complètement d'accord. On a signé un contrat d'innovation, on a fait 50% de la vente. Les 50% restants, c'est ce qui va définir le 0% de casse ou le 50%. Dernier point, les rendez-vous qu'on va qualifier d'optionnels. La prise de rendez-vous pour un R4, je passe rapidement puisque j'en ai parlé il y a 2 minutes. C'est vraiment, ne me croyez pas sur parole, on va aller sur place ensemble. Ça permet de sécuriser le client. Il dit, bon, ok, s'il veut me montrer le truc, c'est qu'a priori, il est à peu près sûr de son coup, sinon il ne le ferait pas. Donc, vous signez la résa, vous fixez le rendez-vous tout de suite. Et vous passez une journée avec votre client. Ça permet de parler de tout, de rien, du foot, du bébé, du chien, du chat. Et donc, de ne plus être la même personne. Vous n'êtes plus un commercial. Et puis, n'oubliez pas, à partir du moment où vous avez signé, ce n'est plus un prospect, c'est votre client, réellement. Et vos clients, vous les aimez. Et une fois que vous l'avez bien aimé et que vous avez fait tout ce qu'il fallait pour lui, vous en êtes bien occupé, il sera ravi de vous recommander. Parce qu'il dira, ce mec-là, franchement, il le mérite. Il fait des trucs, c'est pas à lui de les faire. Et ça, c'est vraiment super. Et puis, avec tout l'impact derrière en taux de transformation, etc. etc. Dernier point, vous avez un très grand concurrent face de vous, c'est la banque. 100% des banques distribuent des produits immobiliers, c'est des commerciaux, ils sont formés pour ça et n'ayez aucun doute, aucun, sur le fait qu'il va essayer de vous faire péter la vente pour essayer de caler son propre produit et ça, c'est une absolue certitude. Donc, le rendez-vous banque, optionnel pour certains, pour moi, il est aujourd'hui, il doit intégrer la méthode, qu'on soit Orias ou qu'on soit pas Orias. Le fait de simplement proposer, le fait d'aller à la banque avec le client, vous envoyez quoi comme message? Pour lui, c'est un peu flippant. Il faut bien que je pense à demander la durée, quel différé. Si le banquier me dit que ce n'est pas possible, je dis quoi? Grand bol d'air. Ça, c'est mon boulot. Je vais m'en occuper. Je vais venir avec vous. Vous demandez ce que vous voulez à votre banque. C'est votre relation avec lui. Et puis moi, je suis là juste pour vous accompagner. Je suis là juste pour vous tenir la main. Et si le banquier dit des choses que vous ne comprenez pas, eh bien, je vous conseillerai un peu comme un avocat, un peu comme un notaire. Et donc, ce rendez-vous-là, il est important. Mais on pourrait le comparer au rendez-vous expert comptable dans le cas d'un entrepreneur qui aurait son expert comptable. On peut le comparer à 2-3 rendez-vous de ce type-là. Sauf que l'expert comptable, autant un expert comptable peut avoir son avis, mais on a quand même globalement des vrais professionnels. Autant à la banque, il y a un petit peu de tout.
Je réponds à une question rapide. La différence entre Orias ou Paris. Si tu es Orias, tu es courtier. En fait, c'est la différence entre être courtier ou pas courtier. D'un côté, tu as le droit de regarder les documents du client et donc de faire du conseil en investissement financier. Et de l'autre, tu n'as pas le droit. Donc, si tu es SIF, tu es Orias aussi. Donc, tu as le droit de regarder les papiers, tu as le droit d'apporter un dossier et d'avoir une convention avec une banque. Voilà à peu près tout ce qu'on pouvait vous raconter ce matin avant de passer aux questions. L'ensemble de ce webinaire sera disponible en replay sur nos réseaux sociaux respectifs, LinkedIn pour moi ainsi que YouTube. Pour trouver Jean-Sébastien Maury sur Jean-Sébastien Maury YouTube sur Google, ça sort évidemment avec grand plaisir. On y met d'autres éléments comme la présentation des plaquettes en vidéo qui sont timées sur un programme 20 minutes qui permet justement d'être montré en clientèle si vous le souhaitez. Denis, évidemment, sur ses réseaux sociaux. Sur LinkedIn, sans problème. N'hésitez pas à nous ajouter sur LinkedIn si vous souhaitez plus d'informations sur LP ou sur Otari, n'hésitez pas. Un grand merci parce qu'on n'a quasiment pas eu de départ du début jusqu'à la fin. Donc, je pense que pour une fois, j'en sais, tu n'as pas été trop pénible et trop chiant. C'est parce que j'avais fait un brushing aussi. Hein. C'est pour ça, ouais. C'est ça. Donc, merci beaucoup à tous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le chat de nous en indiquer. Mais j'ai pas trop compris. Je sais pas si on avait eu des questions pendant. Je sais même pas où. J'essaie de regarder. Frédéric, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la qualité de ce webinaire. Frédéric, merci. C'est très gentil. Non, je vois pas de questions. Stéphane, est-ce que tu avais relevé des questions? Oui, effectivement, il y a quelques questions, notamment une question de Emmanuel Andrieux qui pose la question suivante. Pour le prospect intentionniste, quel taux de transformation en moyenne suite à l'envoi des documents 48 heures à l'avance? J'ai eu une coupure. Je suis désolé, Stéphane. Est-ce que vous m'avez entendu? Alors, moi, j'ai pas entendu ta question. Denis, le taux de transformation sur un prospect intentionniste, quand tu envoies la documentation 48 heures à l'avance, ton taux de transformation. Alors, quand on arrive déjà sur le R2, si on a fait un bon R1, ça veut dire qu'on a trié. On va pas, moi, personnellement, j'ai une méthode où je n'irai pas en R2 si je n'ai pas eu le oui de si tout convient, on ira au bout. Donc, si on fait bien son tri en R1 et qu'on va présenter en R2 ces solutions, j'ai envie de vous dire 1 sur 2. Mais par contre, on va être également à 1 sur 2 de R1 qui ne donneront pas un R2. Donc, sur du lead, on va dire qu'un très bon taux de transfo, il va vous falloir 2 R1 pour prendre un R2 et il va vous falloir 2 R2 pour faire une vente. Donc, un rendez-vous, une vente sur 4 rendez-vous, on est déjà dans des très bonnes perfs. Alors, il y a une autre question de Paul Bécaille qui nous dit « Si on n'est pas SIF Orias, est-ce qu'on a le droit de présenter la simulation financière du type Otari ?» Vous avez le droit de la laisser. Ouais, c'est surtout ça. C'est un gros débat. Hein. C'est un gros débat. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des centaines, pour ne pas dire des milliers, aujourd'hui de cartes T qui vont le faire, qui ne sont jamais fait taper sur les doigts. Mais si on veut être complètement honnête et transparent, non, vous ne pouvez pas laisser une simulation à votre client si vous n'êtes passif. Aujourd'hui, alors, si on va même plus loin dans le détail, vous avez un prospect intentionniste qui veut acheter de l'immobilier neuf. Dans ce cadre-là, vous n'avez pas besoin d'être SIF. Vous pouvez vendre une loi Pinel sans être SIF. Il n'y a pas de débat parce que vous avez une personne. Mais si vous avez une personne neutre, vierge, qui n'a pas émis d'intérêt sur une opération de défiscalisation immobilière et que c'est vous qui l'emmenez sur ce type de solution, là aussi, sur le papier, il faut être SIF. Après, on a des tolérances qui, jusqu'à aujourd'hui, ont été assez grandes sur le sujet. J'en sais, tu me rejoins là-dessus. Je n'ai rien à ajouter. Voilà.
Alors, dernière question d'un spectateur anonyme qui nous dit 3 études, ça fait 3 fois plus de boulot aussi, surtout pour présenter des non-choix à côté, n'est-ce pas? C'est exactement la Clairement. discussion qu'on a eue sur 1, 2, 3, plus. On a présenté la thèse et l'antithèse à chaque fois, à chacun derrière. Je veux dire, celui qui a raison dans ce métier, c'est celui qui signe. Et ça, c'est vraiment le premier truc à savoir. C'est-à-dire que si vous êtes à l'aise avec un seul, vous continuez à rester avec un seul. Moi, j'ai un avis. Denis a aussi un avis. Et c'est sûr que plus vous en proposez, plus c'est du boulot. Ça, c'est complètement évident. La question, c'est de savoir quelle est la valeur ajoutée d'en apporter plus. Donc, combien de plus? Et c'est pareil, on s'adapte également à la personne qu'on a en face de nous. Il n'y a pas de vérité dans nos métiers. C'est-à-dire que vous tombez, je vais faire un peu on va dire le contre de ce qu'on a dit. C'est vous avez une personne qui vous sentez, vous essayez de l'emmener, de lui faire comprendre les choses, mais on le sait très bien, des moments, on a des clients qui sont butés. Et ça va peut-être représenter, si vous me demandiez, peut-être 10%, c'est-à-dire de l'ultra affectif qui ne voudra pas en démordre. Non, non, mais moi, je veux de la Côte Pavée. Je veux Croix-Rousse à Lyon. Je veux du Nantes Intra. Et de toute façon, on peut pas l'emmener. Évidemment, pourquoi pas dire, voilà, vous voulez du Colomiers et de toute façon, ça ne sera que ça, on l'a parfaitement compris. Et bien là, pourquoi pas? Alors, moi, pour le coup, pour ma part, je me connecte sur Rotary, je regarde, OK, j'ai 6 programmes à Colomiers. De toute façon, c'est quelqu'un qui est dans l'affectif et qui n'en sortira pas. Pourquoi pas lui mettre les 6 programmes? Pourquoi pas? Et qu'il fasse lui-même son marché, vu que de toute façon, il n'accepte pas votre rôle. L'importance, j'avais participé à une réunion dans un réseau avec Otari là-dessus, et j'avais trouvé ça super intéressant, c'est de se dire, on doit tomber dans l'affectif pour ces 10%. C'est important, dans ces 10%, de savoir mettre sa casquette Orpi, Century 21 et proposer de l'IMO. Mais le plus important, c'est de ne pas y tomber. C'est-à-dire que c'est une solution de facilité. Il veut du Nantes, je lui amène du Nantes. Il veut du tournefeuille, je lui amène du tournefeuille. Pourquoi? Comment? On essaye de contrer. Mais par contre, celui pour lequel on s'est battu, on n'y est pas arrivé, il ne démord pas, ça va représenter que 10%. Si demain, vous avez un conseiller qui vous dit non, mais de toute façon, moi, je suis à Nantes, 95% de mes clients, ils veulent du Nantes et ils n'en sortiront pas. Clairement, c'est qu'il a mal fait son job ou il n'a pas essayé d'éloigner l'affectif. Qu'on ait 10%, 15% de personnes comme ça, oui, sans problème, mais pas plus. Pas plus. Donc, la difficulté, c'est de savoir mettre sa casquette quand il le faut, agent immobilier, mais on va dire qu'il faut faire très attention parce que la facilité, c'est de tomber dedans. Je lis une question qui est intéressante, mais qui va nous permettre une bonne transition. On nous pose la question, j'ai acheté il y a 10 ans, et aujourd'hui, pour la revente, on m'annonce une décote de 30% par rapport au prix d'achat. Alors, je n'ai pas trop envie d'y répondre aujourd'hui à cette question-là parce qu'on est hors sujet, puisque là, on est vraiment sur la présentation de comment on fait pour présenter un programme. On est là pour présenter et dérouler un argumentaire. Mais j'aurais posé cette question, est-ce que la notion d'emplacement a bien été respectée? Proximité basse emploi, revenu moyen par ménage, taux de création d'entreprise, tous ces sujets-là. Est-ce qu'on a eu une bonne comparaison finalement de neuf anciens? Et la question, c'est pas tant, est-ce que j'ai une décote de 30%? Ça ne veut pas dire que vous ayez perdu par ailleurs, puisque ce qui sera important, c'est combien vous avez réellement épargné pendant ces 10 ans et quelle est la soustraction entre le prix de revente et le capital restant dû. Et il y a quand même de bonnes chances que ça soit gagné. Bon, alors, pourquoi je réponds à cette question-là? Parce que c'est une perche fantastique qu'on nous tend pour un prochain épisode, un prochain webinar où on avait envie de justement faire un webinar sur le thème de la réponse à objection. L'idée étant que, pour ceux qui sont encore là, de nous envoyer les objections courantes, majeures, que vous puissiez avoir, et on aurait plaisir à pouvoir faire un traitement de réponse à objection d'une quinzaine de réponses à objection. Voilà. Est-ce que Stéphane, d'autres questions que tu as vues? Alors oui, deux petites dernières questions. La première de Jean Leroy qui nous dit: votre prise de notes sur le R1 pardon, se fait-il sur papier vierge ou avez-vous un modèle de support à nous transmettre? Ça va dépendre ça dépend de plein de choses. Hein. Est-ce que vous êtes indépendant ou est-ce que vous faites partie d'un cabinet? Quand vous faites partie d'un cabinet, on va vraisemblablement vous imposer le document qui permettra de faire le rapport, en tout cas si vous êtes du cabinet. Sinon,
c'est un peu up to you. Moi, j'aime bien la prise de notes à la main, qui est un petit peu plus La feuille blanche marche toujours. Je connais aussi. bien mon canevas. Voilà. C'est à voir. Et sinon, vous réfléchissez à votre méthodo, où vous voulez mettre les cases. Moi, c'est ce que j'avais fait quand j'avais commencé. Et puis ensuite, vous faites imprimer le support par rapport à votre schéma à vous qui doit être personnalisé. Et pareil, un petit tips, la prise de notes est intéressante, évidemment, sur les chiffres. On fait le tour relativement rapidement, entre guillemets. Mais ce qui est super intéressant, c'est quand on sort de R1, on a beaucoup échangé. C'est alors de le noter ou même pourquoi pas de l'enregistrer avec une petite note audio en donnant tous les détails qu'on a eus, personnels, des choses importantes, des choses où on se dit tiens, ça sera sympa d'en reparler en R2 parce qu'encore une fois, c'est ce qui vous permet de gagner la confiance. Donc, quand vous faites 4, 5, 10 R1 dans la semaine, bon, 10, c'est peut-être un peu beaucoup, mais vous en faites 5, 6, 7. Vous avez votre R2 dans 3 semaines. Je peux vous garantir une chose, vous vous rappellerez pas, à moins d'avoir une mémoire énorme, ce qui n'est pas forcément mon cas, pour être honnête, mais d'enregistrer et de prendre un maximum de notes sur le perso, toujours pareil, 2 ou 3, qui vont vous permettre, ce qu'a très bien fait Jean-Sébastien en début de R3 et qu'il faut faire en début de chaque rendez-vous, à savoir, on parle de tout, mais pas d'immobilier neuf, pas de défisc, pas de Pinel. On est là pour gagner de la confiance, pour discuter, pour échanger. On arrive au terme de notre présentation. On vous remercie beaucoup de votre présence. On est très content. Je vois le taux de participants qui n'a vraiment pas bougé du début à la fin. C'est vrai, ouais. C'était sympa. Ouais. C'était super sympa. Très sympa. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les faire remonter. On est facile à trouver sur LinkedIn, sur YouTube. J'ai déjà eu des demandes là, pendant qu'on parlait. Et on aura plaisir à vous répondre derrière. N'hésitez pas à nous ajouter. Ouais. Merci à tous. Merci, à bientôt. Au revoir.